J'ignore, cher ami, si j'ai contre cette passion une prévention trop forte. Mais je la crois redoutable. Même dans le mariage. Ce n'est pas que je désapprouve qu'un sentiment honnête et doux vienne embellir le lien conjugal et adoucir en quelque sorte les devoirs qu'il impose. Mais ce n'est pas à lui qu'il appartient de le former. Ce n'est pas à l'illusion d'un moment à régler le choix de notre vie. En effet, pour choisir, il faut comparer. Et comment le pouvoir quand un seul objet nous occupe? Quand celui-là même, on ne peut le connaître, plongé que l'on est dans l'ivresse et l'aveuglement. J'ai rencontré, comme vous pouvez le croire, plusieurs femmes atteintes de ce mal dangereux. J'ai reçu les confidences de quelques-unes. À les entendre, et il n'en est point dont l'amant ne soit un être parfait. Mais ces perfections chimériques n'existent que dans leur imagination. Leur tête exaltée ne rêve qu'agréments et vertus. Elles en parent à plaisir celui qu'elles préfèrent. C'est la draperie d'un dieu porté souvent par un modèle abject. Mais quel qu'il soit, à peine l'en ont-elles revêtu que, dupes de leur propre ouvrage, elles se prosternent pour l'adorer. Ou votre fille n'aime pas Danceny, ou elle éprouve cette même illusion. Elle est commune à tous deux si leur amour est réciproque. Ainsi, votre raison pour les unir à jamais se réduit à la certitude qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas se connaître. Mais, me direz-vous, le vieux monsieur de Gercourt et ma fille se connaissent-ils davantage? Non, sans doute. Mais au moins ne s'abusent-ils pas? Ils s'ignorent seulement. Qu'arrive-t-il dans ce cas entre deux époux, que je suppose honnêtes? C'est que chacun d'eux étudie l'autre, s'observe vis-à-vis de lui, cherche et reconnaît bientôt ce qu'il faut qu'il cède de ses goûts et de ses volontés pour la tranquillité commune. Ces légers sacrifices se font sans peine parce qu'ils sont réciproques et qu'on les a prévus. Bientôt ils font naître une bienveillance mutuelle et l'habitude, qui fortifie tous les penchants qu'elle ne détruit pas, amène peu à peu cette douce amitié, cette tendre confiance, qui, jointe à l'estime, forme, ce me semble, le véritable, le solide bonheur des mariages. Les illusions de l'amour peuvent être plus douces? Mais qui ne sait aussi qu'elles sont moins durables? Et quel danger n'amène pas le moment qui les détruit? C'est alors que les moindres défauts paraissent choquants et insupportables, par le contraste qu'ils forment avec l'idée de perfection qui nous avait séduits. Chacun des deux époux croit cependant que l'autre seul a changé, et que lui vaut toujours ce qu'un moment d'erreur l'avait fait apprécier. Le charme qu'il n'éprouve plus, il s'étonne de ne le plus faire naître. Il en est humilié. La vanité blessée aigrit les esprits, augmente les torts, produit l'humeur, enfante la haine. Et de frivoles plaisirs sont payés enfin par de longues infortunes.